Salut à toutes et à tous, je suis heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro du Let's Ride Podcast, le podcast 100% consacré à la pratique et à la communauté du trail running. Et aujourd'hui, c'est le retour d'un épisode un peu particulier qui a pour principe de faire appel aux Patreons et aux Patreons qui me soutiennent pour discuter d'un sujet large et bien évidemment lié au trail. Et vous l'entendrez, nous ferons appel également à deux autres invités pour compléter cette discussion lors d'enregistrements qui ont été effectués à part, en la personne de monsieur Gilles Bertrand et monsieur Fred Bousseau. Le sujet du jour et de l'épisode est un petit peu épineux. J'ai décidé de prendre position pour une fois. C'est pas trop à mon habitude, mais là, pour une fois, j'ai décidé de mettre en avant mes convictions. Et nous allons parler de l'utilisation, parfois, que je pense un peu abusive, du mot trail dans certains contextes. Alors vous l'entendrez, et vous savez que la transparence est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur, mais mon avis évoluera au fur et à mesure de l'épisode. Allez, je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps et je vous laisse profiter de mes conversations avec mes chers Patreons et Patreons, Gilles Bertrand et Fred Bousseau. Je suis avec Aurélie Toquet, Florian Roiron et Yann Gaboulot, les trois Patreons et Patreons. Salut, comment allez-vous ? Bonjour. Salut, très bien, merci. Salut, très bien pour moi aussi. Alors merci de nous d'accorder aux auditeurs et à moi-même un petit peu de temps sur ce sujet. Vous savez que c'est le deuxième volet d'un format d'épisode un peu plus basé sur la discussion et sur l'échange sur un sujet général lié au trail avec vous, les chers Patreons. Le premier c'était Ultra Trail, le Graal, Ultra Graal, point d'interrogation. Et là aujourd'hui on va parler un petit peu d'un sujet qui me tient à cœur. Qui je pense doit nous faire aussi réfléchir sur l'aspect général, l'aspect culturel de notre sport qui est assez jeune malgré tout. Et c'est un sujet qui m'est venu suite à une discussion qu'on a eue sur le Cappuccino, l'application audio qu'on utilise pour échanger entre nous. Et pour replacer un petit peu dans le contexte, le sujet est venu en fait à la suite de la création d'un événement dont on ne dira pas d'où il vient, mais qui s'appelle Urban City Trail. Et en fait, cette annonce qui a été faite par Benoît de Guadeloupe dans ce Cappuccino a fait beaucoup réagir et m'a fait aussi réagir, et je donnerai mon point de vue peut-être plus à la fin de l'épisode, mais ça a fait beaucoup réagir sur l'utilisation du terme trail, du terme qui a été, je le rappelle, déposé par Gilles Bertrand autour des années 95. Donc voilà, c'était un sujet que je voulais évoquer, et donc l'idée m'est venue de faire appel à vous, trois personnalités des Patreons, avec un profil un peu différent, où Aurélie qui a un profil assez expérimenté du trail, qui a une formation dont tu vas nous parler tout à l'heure liée à la véracité des informations. Florian qui a un profil un peu plus récent dans le trail, puisque ça fait 2 ou 3 ans je crois que tu pratiques. Et Yann aussi qui a un passif un peu plus important et qui a souvent dans le Patreon des points de vue assez tranchés. Voilà pour la petite introduction qui était assez longue. Aurélie, est-ce que tu peux te représenter, parce que tu es déjà intervenue dans le podcast, et nous parler surtout de ta profession. Oui, donc je suis donc Aurélie. Dans la vie, je suis bibliothécaire. Donc, je suis professionnelle de l'information et de la documentation et j'enseigne à l'université. Et j'apprends aux étudiants à chercher des informations, surtout scientifiques pour l'université, mais surtout à chercher des informations qui sont fiables et ne pas se contenter d'aller à l'information la plus facile à avoir, notamment actuellement avec tout ce qu'on a, avec tous les moteurs de recherche et tout ça. Donc, l'idée, c'est de savoir un peu creuser l'information pour ne pas se contenter du plus facile. Voilà. Et au niveau trail, est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu vite fait ton historique, ton passif de traileuse ? Oui, moi je cours depuis 2015. J'ai toujours couru, j'ai toujours fait du trail uniquement. Et puis petit à petit, voilà, j'ai augmenté les distances. J'ai commencé avec des 20 km et puis dernièrement, j'ai le temps d'approcher les 80 km. Tout à fait, on t'a suivi sur le Grand Trail de Serponçon notamment. Yann, est-ce que tu peux te représenter? Toi aussi, tu étais intervenu dans le podcast, il me semble, avec
sur la quantification du stress mécanique. Est-ce que tu peux te représenter en quelques mots, s'il te plaît, mon Yann? Ouais, Yann, donc 34 ans. Alors ça fait 4 ans que je fais vraiment sérieusement du trail, mais avant j'ai pas mal traîné en montagne, sur les sentiers, essayer de courir un peu, j'ai des problèmes de genoux qui m'ont un peu gêné, mais voilà, ça fait quelques temps que je fais ça, et je vis aussi l'ultra, même si c'est pas forcément le Graal, mais c'est là j'ai fait le 80 de Serponçon, donc on était pas mal de bataillons, et tout va bien, l'année prochaine j'allonge. Parfait. Florian, à ton tour, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu, te présenter rapidement et nous donner un peu ton historique lié au trail? Ouais. Alors moi Florian, je suis coach sportif à Lyon. Donc il y a pas mal de montagnes autour, mais je suis originaire du Puy-de-Dôme, donc j'ai toujours couru un petit peu dans les montagnes quand j'étais plus jeune, quand je faisais du foot notamment. Mais donc le début en trail, la première course que j'ai fait, ça va peut-être vous choquer, mais c'était le Lyon Urban Trail en mars 2022. Donc ça fait pas si longtemps que ça. Et donc le premier trail en montagne, sinon c'était à Annecy lors de la Maxi Race fin mai, tout simplement. Juste pour petit, avant de commencer à échanger sur ce sujet, Gilles Bertrand interviendra au milieu de cet épisode. On a fait un petit échange en aparté sur ce sujet, car vous le savez, il est le dépositaire légal du terme trail en France autour des années 95, je le rappelle. Aurélie, est-ce que tu pourrais rentrer un petit peu plus dans le détail sur l'importance de vérifier la véracité des termes, des mots, etc., en le mettant en relation avec ton travail? Oui, c'est-à-dire que on a tendance à, lorsqu'on parle d'un concept ou de mots, on a tendance à vouloir aller chercher des définitions pour essayer de mieux comprendre ce dont on parle. Et bien, premier réflexe pour tout le monde, c'est souvent d'aller taper dans Google ce qu'il en est. Alors, je dis pas que sur Google, il n'y a pas n'importe quoi, mais il faut quand même, dans l'idée, croiser ses sources pour ne pas se contenter de la première définition qui va sortir dans les résultats. On ne sait pas trop comment fonctionne l'algorithme, mais c'est vrai que les résultats qui sortent, des fois, c'est pas forcément le premier, le plus pertinent. Donc l'idée, en fait, dans la recherche d'informations, c'est d'aller chercher un petit peu plus loin, voire d'aller chercher des sites un peu plus fiables, ou du moins on va dire que ce soit excusez-moi, je trouve pas le terme, que ce soit des sites d'associations, des sites sur des revues, enfin tout ça, voilà, pour essayer d'aller trouver de l'information fiable faite par des professionnels, en fait, voilà. Très bien. Florian, je reviens vers toi. Toi qui es un passif lié au trail un peu plus récent, c'était quoi pour toi le trail? Pourquoi tu y es venu? Quelle image en avais-tu il y a 2-3 ans en arrière? C'est ça, si je me trompe pas, tu as commencé à peu près à cette période-là. En gros, moi en fait j'aime beaucoup faire du sport. De toute façon, je suis un peu bigorexique de ce côté-là, toujours à vouloir bouger, etc. Et en fait, pour moi déjà, courir avant, je courais après un ballon tout simplement. Donc maintenant, je cours après autre chose. Mais je me suis dit, j'ai toujours aimé l'extérieur, on va dire. Donc vagabonder un petit peu en extérieur. Et en fait, il arrivait un truc dans ma vie personnelle il y a quelque temps. Et je suis parti pour 2 heures, 3 heures en courant, un peu à l'aveugle comme ceci. Et je me suis dit, pourquoi pas faire une course. Il y a une course dans un mois à Lyon. Comme ça, je me testerai sur une plus longue distance. Bon, là, c'était une course en ville, du coup, en l'occasion. Et je me suis dit, mais en fait, l'effort que cela produit, c'est un rythme assez particulier. Donc, on est en train de marcher plutôt des fois en montée, on va courir en plat, etc. Et en fait, ça va être d'abord une première approche de performance physique, on va dire. Et ensuite, il y a eu le trail en montagne, entre guillemets, là où j'ai découvert encore autre chose. Je me suis dit, en fait, passer du temps en extérieur, longtemps en extérieur, c'est ça que j'aime, tout simplement.
Mais quelle image t'avais de la communauté trail au début? Tu disais que ta première expérience c'était un trail urbain. On y reviendra d'ailleurs. Quelle image avais-tu de la communauté? Est-ce que tu as de suite senti il y avait une communauté ou particulière ou tu t'es pas forcément fait la réflexion? En fait, je connaissais seulement les stars entre guillemets du trail un petit peu, mais je pensais pas forcément qu'il y avait une aussi grosse communauté. Je connaissais les François Daen, les Kylian, etc. Mais je connaissais pas la communauté qui pouvait avoir tout simplement derrière. Je pensais pas qu'elle était aussi conséquente, on va dire. Et surtout, je constate que c'est vraiment pas du tout entre course à pied sur route et course à pied en montagne, pas du tout les mêmes profils, on va dire. D'accord. Tu t'es pas dit quand tu... Alors je suis un peu provocateur, tu t'es pas dit quand tu connaissais le principe général du trail, Oui. qui était quand même globalement lié à la nature. Tu t'es pas dit en t'inscrivant à un urban trail, tu t'es pas dit il y a un problème quand même. Enfin, ça va pas de soi. Et en fait, c'est assez particulier parce que l'Urban Trail de Lyon, en l'occurrence, alors certes, il y a beaucoup d'escaliers en ville, etc. Il y a pas mal de bitume, mais quand même des passages sur chemin, tout simplement. Mais la majorité, 90% ou 85%, peu importe les pourcentages, mais c'est du coup dedans. Mais non, je me suis pas dit ça. En fait, je me suis dit, OK, il y a 37 kilomètres, il y a 1400 mètres de dénivelé, c'est un trail. Enfin, je l'ai vu comme ça au départ. D'accord. Yann, je me tourne vers toi. Quel est ton... Alors, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Quel est ton point de vue, toi, par rapport à l'utilisation du mot trail sur des événements qui sont pas forcément en nature? Ouais, moi, l'utilisation, elle me choque pas. C'est d'un point de vue pratique, clairement, je préfère être en montagne. Après, de par mon entraînement et là où j'habite, je cours essentiellement sur le goudron parce que je préfère partir de chez moi sur le goudron que prendre la voiture. Et ensuite, je me dis que pour des gens qui habitent en ville, s'il y a une épreuve qui leur est proposée et qu'on a fait un bon composé urban trail, ça me choque pas forcément. Ça peut éventuellement les motiver à venir, alors que juste courir 10 km, c'est aussi intimidant parce que, comme disait Florent, on alterne les rythmes, alors que si donc sur un 10 km, tu te mets à marcher, c'est vraiment un échec. Enfin, c'est perçu comme ça par beaucoup de gens, alors que marcher dans les escaliers, c'est pas un échec. Donc je pense que ça peut être intéressant pour des gens aussi, ce type d'événement. Et toi, cette relation entre nature et le mot trail, hein, Aurélie, si tu veux bien juste après nous rappeler la définition exacte de trail, toi, cette notion de rapprochement quasi, enfin, l'essence du trail et de la nature, c'est pas pour toi quelque chose de choquant que le terme trail soit utilisé dans un terme urbain. Choquant, je sais pas, mais on peut composer des mots. Alors d'un côté, c'est oui, c'est le contraire, mais ensuite, ça précise bien le truc. Au moins, enfin, s'il n'y a pas de publicité mensongère, on appellera ça directement du trail, ça me choquerait plus. Mais quand on dit urban trail, à un moment, on sait qu'on va pas passer 20 km en montagne. Ok. Bon, je vais parler un petit peu de mon point de vue. Moi, comme je l'ai dit juste en introduction, le terme Urban City Trail m'a clairement fait faire un salto arrière quand j'ai entendu cette expression, parce que je pense qu'à un moment donné, de mon point de vue, on est en train d'arriver à une limite de ce qu'on peut tolérer en termes de comment dire, d'utilisation et de détournement d'un terme très spécifique. Voilà, je pense qu'à un moment donné, il faut quand même un petit peu à l'image de ce qui se fait dans les sports plus communs, hein, comme le football ou comme les sports mécaniques notamment. Il ne nous viendrait pas à l'idée d'appeler de la Formule 1, du rallye ou du ping-pong, du tennis. Et moi, je pense qu'on est un peu dans ce cadre-là, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on utilise le terme trail, qui est clairement un terme lié à la nature, quand on
on relie le terme urbain et trail, pour moi, on est sur un paradoxe complet. Voilà mon point de vue, qui est un peu tranché, certes. Je pense que ça va peut-être faire grincer les dents, mais en tout cas, c'est le mien. Aurélie, est-ce que tu pourrais nous rappeler, parce que voilà, on rappelle que dans notre communauté, on t'appelle maîtresse Capella, hein, qui a toujours les bonnes définitions. Est-ce que tu pourrais nous rappeler la définition du terme trail? Alors, je crois que c'est selon l'ITRA. Oui, bah, on peut même. Déjà, si on prend rien que dans le dictionnaire, ça va être course de longue distance en terrain accidenté, tout simplement. Donc, on va aller plus loin, nous. On va aller voir un peu plus loin. Du coup, donc effectivement, c'est le site de l'ITRA l'ITRA a donné une définition. Donc l'ITRA a été constitué en 2013 et en 2012, ils ont fait une journée en regroupant des groupes de travail pour justement définir le trail lors des assises internationales du trail. Et à ce moment-là, une définition a été donnée. Donc je vous la donne. Donc c'est course à pied ouverte à tous dans un environnement nature. Donc que ce soit montagne, désert, forêt, plaine. Idéalement, mais pas nécessairement, elle se déroule sur un minimum de routes goudronnées, donc 20%. Donc c'est 20% maximum de routes goudronnées. Et en semi ou autosuffisance. Voilà, et elle doit être correctement balisée et organisée en respect des règles sportives, éthique, loyauté, solidarité, préservation de l'environnement. Donc ça, c'est la définition de l'ITRA. Également, je suis allée voir ce qui se dit du côté de la FFA. Pour voir un peu comment c'est défini. Donc, du coup, du côté de la FFA, c'est course nature sur chemin ou sentier, avec donc pas plus de 25% de goudron pour les distances inférieures à 42 km et pas plus de 15% de goudron pour les courses supérieures à 42 km. Voilà. Donc, deux définitions des deux instances, une nationale et une internationale qui gèrent le trail, hyper précises, sur lesquelles on peut s'appuyer très clairement, puisque c'est les instances qui, je le rappelle, régissent notre sport. Qui on peut aller dire le contraire parfois, mais aussi le terme trail est un terme qui est très couramment utilisé dans notre sport. On peut considérer que c'est le terme qui est utilisé quand on définit notre sport. Donc je pense que voilà, de mon point de vue, à un moment donné, il faut aussi savoir sur quoi on s'appuie sur des bases très précises au niveau culturel. Et effectivement, je pense que c'est intéressant et c'est primordial d'un point de vue culture sportive de savoir d'où on vient. Qu'est-ce que t'en penses, Florian? Oui, là, les définitions, on parle d'elles-mêmes en effet. Pour l'anecdote, j'ai fait exprès de ne pas aller voir la définition pour être justement de l'entendre en direct ce soir. Et en effet, c'est la base. Quand on connaît la base, en fait, on connaît ensuite le chemin, simplement. Donc, Yann, alors bon, on a échangé à plusieurs reprises. Je vais te trahir un secret. Tu as même avancé l'argument de dire qu'on était un peu comment dire, des temples des gardiens du temple. Je sais plus quelle expression tu avais utilisée. Tu disais quoi? Ouais, non, c'est ça, gardien du temple. Les gardiens du temple. Pourquoi tu estimes, toi, que on devrait avoir une latitude plus importante dans l'approche de cette question-là? C'est vrai que souvent, que ce soit toi ou beaucoup d'autres personnes, on vante la liberté dans le trail, le fait qu'il y ait beaucoup de discipline, que tout le monde fait un peu ce qu'il veut, du multijour, pendant les bataillons, on a même Hermano qui fait de la route. Je trouve ça un peu bizarre d'un côté de dire chacun fait ce qu'il veut et au final les pratiques peuvent être quand même très, très éloignées entre de la montagne, de la plaine, et à côté, on va dire, à ça par contre, il faut surtout pas l'associer au mot trail. Bon, en effet, c'est contraire, mais est-ce que c'est si grave que ça qu'il y ait des gens qui s'amusent à faire ça? Moi, je pense pas. Ton point de vue, Aurélie? Moi, je trouve qu'il y ait des épreuves de type urban trail, c'est bien. C'est juste le terme en fait qui peut un peu plus choquer. C'est-à-dire que c'est vrai que, moi, je m'en tiens à la définition. Si on se tient à la définition, pour moi, un urban trail n'est pas un trail, voilà, clairement. Mais après, je suis pas contre qu'il y ait des épreuves
de type ce qui se fait en ville avec des montées d'escalier, des passages par des parcs, des petites choses comme ça. Moi, je suis pas contre. Justement, je trouve ça bien. Je suis d'accord avec toi, Yann, que ce genre d'épreuve, ça permet à des personnes de participer. Après, c'est peut-être la récupération du mot trail qui est un peu plus gênant si on s'en tient à la définition, on va dire, originelle de notre sport. Florian, à toi. Comment on pourrait l'appeler, du coup, justement, cette course? Alors c'est une très bonne question, Florian. En tout cas, moi je rejoins Aurélie sur le terme récupération pour moi est justement usité parce que pour moi c'est un terme qui n'a rien à faire là. Alors là, je dis encore une fois, hein, je vais pas me faire beaucoup de copains sur cet épisode-là, mais c'est pas grave, j'assume. C'est la récupération d'un terme marketing qui fonctionne bien depuis les années 2000 et qui est récupéré à terme dans une visée de changer une image ou de donner un petit coup de fouet à un événement qui n'a rien à voir avec la discipline dont on parle. C'est ça qui me dérange. Après, savoir comment on l'appelle, je sais pas, fais ton dénive dans la ville, les 1000 marches ou comment on peut dire à Lyon, voilà. En tout cas, moi, ce que je défends un petit peu, peut-être que si ça fait effectivement un peu gardien du temple, mais c'est la culture de notre discipline. Elle provient de l'Amérique du Nord, notamment de la Western State et de la Leadville dans le Colorado. Le terme trail a été importé à un moment très précis de notre histoire. C'est vrai que c'est il y a pas très longtemps, hein, c'était il y a à peine 20 ans, même pas. Mais je pense que si on commence à bafouer entre guillemets le terme utilisé, c'est dommage et ça a un risque de un petit peu brouiller les pistes de notre sport. Yann, je te laisse réagir si tu veux. Ouais. Après, il y a déjà des disciplines. Enfin, par exemple, il y a des courses organisées avec l'intitulé trail. A priori, ça gêne personne. Où tu montes, tu fais de la montée sèche et tu redescends en télécabine en enchaînant ça pendant des heures. Les télécabines, c'est quand même des infrastructures comme moi-même j'utilise l'hiver, mais qui sont discutables aussi par rapport à la partie nature et montagne. Je pense que si on en allait là, il y a d'autres épreuves qui ont pris le terme trail. Même le KV que j'aime beaucoup, je suis pas sûr si. Je pense que c'est quelque chose qui est venu après aussi et qui est pas juste faire de la longue distance, parce qu'aux US, c'est vraiment basé sur de la très longue distance, alors que le KV, c'est vraiment l'autre bout du spectre de la distance, quoi. Alors effectivement, le KV, déjà, par rapport à la définition dont vient de parler Aurélie, c'est pas du trail. Aurélie, n'est-ce pas? Puisque le trail est considéré à partir d'un certain nombre de kilomètres. Oui, un KV, c'est une montée sèche, donc oui, non, c'est pas. Effectivement, c'est pas du trail. Ça peut être une épreuve dans le cadre d'un événement trail, mais l'épreuve en elle-même ne doit pas s'appeler trail. C'est clair. Après, j'ai rarement vu un KV qui s'appelait trail, par contre. Florian, toi, est-ce que tu veux réagir un petit peu aussi sur ce sujet? En fait, est-ce qu'on n'est pas dans une période en fait où, comme du coup l'essor, il y a de plus en plus de gens qui veulent sortir en extérieur, qui veulent de plus en plus courir en extérieur, un essor marketing un petit peu. Parce que justement, pour être allé à l'UTMB cette année, on voit qu'il y a énormément de monde, des dizaines de milliers de personnes. Et en fait, si tu appelles un événement trail, en fait, ben ça va amener plus de monde à cet événement, ce dont on a parlé tout à l'heure, un événement qui est en baisse de cote, hop, on l'appelle trail, d'un seul coup, il y a plus de participants, par exemple. C'est un peu ce que je pense, moi. C'est un peu ce que je pense. Après, comme on le disait aussi avec Yann à certaines reprises, l'éco-trail, par exemple l'éco-trail de Paris, c'est un événement qui est pas récent du tout. Hein. Il est assez. Je sais pas de quand il date l'éco-trail, la première édition, mais c'est pas tout récent. Et clairement, là c'est pareil. Moi, de mon point de vue, l'éco-trail ne peut pas rentrer dans la définition exacte du trail. Alors effectivement, Yann le disait tout à l'heure, ils ont accoler le terme trail en mettant devant un préfixe ou un nom juste devant pour entre guillemets modifier un peu le sens, mais malgré tout le terme trail reste quand même utilisé dans la définition, quoi.
Oui, bah, l'éco-trail, enfin, je suis le premier à avoir fait des blagues dessus, et c'est vrai que voilà, mais d'un autre côté, je pense que on peut faire un peu les mêmes choses que l'Urban Trail, et je reconnais peut-être ce que j'ai dit contre l'éco-trail, qui a pu être violent, et je reconnais peut-être un peu ce que toi tu dis. Enfin, dans ce que tu dis, j'ai l'impression des fois que c'est un peu ce que moi je disais. Et je me dis qu'à l'époque, c'était pas forcément très bien de ma part de le faire, et que ça n'a pas forcément lieu d'être. Ouais, mais ça montre bien, Aurélie, tu enchaîneras si tu veux. Ça montre bien aussi qu'on est dans une période un petit peu où effectivement c'est un peu à l'image de nos instances, hein, c'est un peu le foutoir. On sait pas trop qui fait quoi, quel terme utiliser. Moi, je vais d'ailleurs, allez, je m'étais donné une demi-heure pour le citer, mais je vais le citer maintenant. Un fabuleux stade dans lequel avant on faisait tourner des vélos à l'intérieur du côté de Marseille, qui a utilisé cette magnifique écrin pour appeler un événement de trail pour monter des marches d'escalier d'un stade. Moi là clairement, moi ça me fait sourire, mais ça me fait un peu mal au cœur aussi parce que je vois clairement que la culture d'où vient ce sport, qui est en plus très récente, hein, là clairement elle est bafouée et a des visées marketing. Aurélie, je sais pas si tu peux rebondir. Vas-y Yann, réponds. Ouais, c'est juste par rapport à ça. Alors, j'ai fait un peu de recherche justement sur les organisations qui organisent les trails. Mhm. Alors, celui que tu viens de citer, en effet, il y a de fortes chances que ce soit commercial. Ensuite, il y en a beaucoup en fait qui sont faits par des clubs. On a Michael qui, par exemple, nous parlait de son club ou d'autres, ou même à Briançon, il y en a qui sont des clubs qui en fait vont aussi organiser des trails, organiser des courses vraiment en montagne. Et ces gens-là, bah, ils diversifient juste l'offre qu'ils proposent aux gens, et je pense qu'ils savent ce que c'est un trail, et ils proposent aux gens de faire autre chose, et autant ils viendront au trail 3 mois plus tard. Aurélie. Non, moi je voulais rebondir quand même sur l'éco-trail parce que j'étais en train de vérifier en parallèle sur le site de l'ITRA. A priori, il y a 0% de route sur l'éco-trail, donc Ah, ça, donc. il y a beaucoup de chemin. Il y a 92% de chemin. Donc en soi, c'est pas forcément le pire en termes de pourcentage de route. Ça a l'air de beaucoup passer dans les sentiers en fait, enfin sentiers, au moins des chemins. Voilà. Mais à culpa de mon côté. Florian. C'était la, c'était la parenthèse. Mais si je peux revenir Vas-y, sur vas-y. le côté marketing, ouais, effectivement, je pense qu'il y a une récupération et on le voit même, je te l'avais signalé, Nico, mais rien que des marques comme Salomon qui sont quand même on va dire, des marques qui mettent en avant le côté nature du trail, bah, ils ont créé une paire de chaussures pour l'Urban Trail parce que bah, tout le monde est dans ses contradictions parce que bah, le marketing va prendre le dessus. Et voilà, donc effectivement, je pense que le côté marketing, enfin ce que disait Florian, c'est clair que quand il y a un terme qui fonctionne, bah, le fait de le rajouter et de le mettre entre guillemets à toutes les sauces, ben ça attire. Florian. Est-ce qu'il y a dans la définition, il ne parle pas de dénivelé, donc on pourrait faire un trail avec 0 mètre de dénivelé, Je crois tant que c'est Ouais, sur chemin. il y a une notion de dénivelé quand même. le dénivelé est pas vraiment marqué. Après, j'ai juste vu sur la FFA, c'est à partir du 42 km où en fait, avant 42 km, ils disent que ils laissent juger les organisateurs de ce qu'ils veulent faire en termes de dénivelé. À partir d'un 42, ils considèrent que c'est autour de 2000. Voilà, c'est à peu près ça. Après, Sur j'ai la pas FFA, sur l'ITRA, ils n'en parlent sur, pas. sur l'ITRA, non, j'en ai pas vu. Par contre, je crois qu'à un moment, ils me disent quand même que ça s'associe à du dénivelé, mais c'est pas précisé en termes enfin, le degré de dénivelé qu'il faut. En revanche, ce qui est quand même bien mis en avant, notamment sur l'ITRA, c'est quand même tout le côté nature. Comme c'est un sport qui privilégie on va dire l'harmonie entre l'homme et la nature. Il y a aussi ce côté être en milieu naturel. Il y a tout un côté solidarité entre coureurs parce que justement, on est quand même dans des endroits un peu reculés. Enfin, tout ça, c'est quelque chose qui est quand même mis en avant parce qu'on est, on va dire, un peu loin de la civilisation quand on court en nature ou en montagne ou dans n'importe quel espace naturel. Très bien.
On va enchaîner avec un petit échange que j'ai eu avec Gilles Bertrand sur le sujet. On revient ensemble juste après ça. Je suis avec Gilles Bertrand. Bonjour Gilles, comment allez-vous ? Bonjour, je vais bien. Je suis remis de toutes mes émotions. Eh oui, parce que des émotions, vous en avez donné cette année, encore une fois, au Templier, j'y étais. Merci énormément Gilles, merci toutes les personnes qui étaient dans l'organisation, merci tous les bénévoles pour ces émotions que vous nous avez fait vivre, et notamment par le biais de ce fantastique discours qui m'a beaucoup touché. Oui, c'est un petit cérémonial qui s'est mis en place en 99 lorsque nous avons perdu une amie proche. Et en parallèle de ce décès brutal au Népal, d'une personne que je connaissais bien, qui courait avec nous, on avait reçu une lettre d'un coureur qui avait perdu son fils. Et bon, je me suis dit, je vais faire un témoignage pour les deux personnes. Et c'est comme ça qu'est né le petit discours que je fais chaque année depuis plus de 20 ans maintenant, au départ des Templiers du dimanche. Donc, j'ai mis un peu de moi, et là, j'ai conclu auprès des coureurs qui étaient présents dans le noir, avec simplement la lumière pour éclairer le ciel, en la mémoire de Christian Vigneault, qui avait couru 25 fois les Templiers et qui était décédé cette année. Voilà. Donc, c'était important de lui rendre cet hommage qui était simple, mais émotionnel également. Tout à fait. Donc félicitations, merci, et encore une superbe édition 2022, c'était vraiment génial. Est-ce que vous êtes satisfait de cette édition, Gilles ? Oui, ouais, à 99%, on va dire, parce qu'une édition n'est jamais parfaite. Quand on organise, la grande problématique, c'est de ne faire l'organisation qu'une fois dans l'année. Donc, la réussir à 100%, ça ne me semble pas possible. Mais bon, on s'approche quand même de quelque chose qui va taquiner les 90-95%, parce que il y a eu des petits trucs comme un manque d'eau sur la Beaufie, un ralentissement sur les Templiers au 20e kilomètre, complètement imprévu. Des petits trucs comme ça. Mais après, au final, sur l'ensemble des 12 ou 13 courses, la partie sportive, c'est ce que j'explique toujours, c'est la partie sportive d'abord qui est la plus importante, parce que faut réussir tous les départs, il faut que personne ne se perde, il faut que tout le monde soit sécurisé et que tout le monde revienne à bon port et en espérant être heureux. Et quand on voit le bonheur exprimé par les coureurs à l'arrivée des 12 courses, que ça commence le vendredi, où on est bombardé d'images, des gens qui s'embrassent, qui se roulent par terre, c'est la liesse avec la famille, les copains, même avec nous. Le samedi, c'est carrément la fiesta latine, comme je dis. Il y a un petit côté feria de Nîmes dans l'air d'arrivée qui me plaît beaucoup. Parce que c'est comme ça que je vois le sport. C'est vraiment une grande communion entre nous tous, entre les coureurs, les accompagnants, avec plusieurs milliers de personnes. On le voit sur les photos, c'est assez hallucinant. Puis nous, organisateurs qui sont là pour accueillir. Et puis le dimanche, voilà, on se fait à nouveau bombarder d'émotions, parce que c'est un grand moment pour les 2000 coureurs qui franchissent la ligne d'arrivée, parce que c'est quand même l'histoire d'une année sans doute de préparation. Pour certains, c'est l'histoire d'une vie. Pour certains dans l'ombre, c'est des histoires très très personnelles, parce que on court pour quelqu'un qui est décédé, on court pour quelqu'un qui est malade, on court parce qu'on a été mal et puis on a envie d'être mieux. Et ça, on le sait pas toujours, et les gens parfois sont discrets dans leur parcours. Et quand on l'apprend, voilà, on est récompensé. Puis après, tout le reste a suivi. Il y a eu un très beau salon. C'est vraiment un grand carrefour de partage. On vient découvrir la discipline si on la connaît mal. On vient s'enrichir, on vient prendre des contacts, on vient vendre, en espérant que tout le monde a bien vendu. Enfin, moi, je suis heureux que tout le monde y trouve son compte. Voilà, donc c'est un super bilan. En plus, il y a un bilan qui est personnel au niveau de l'équipe. L'équipe s'est renforcée, il y a une très belle cohésion. Voilà, il y a 2 personnes qui arrivent en début d'année en plus dans l'équipe.
plus une très bonne cohésion avec les 42 associations qui étaient à nos côtés cette année, c'est-à-dire 1000 bénévoles, plus tous les prestataires techniques. Donc tout ça, c'est une alchimie qui est pas si simple à créer, mais on a appris à se connaître avec le temps. Les associations sont de plus en plus fidèles, elles reviennent, c'est presque toujours les mêmes. Nos prestataires sont les mêmes depuis entre 5 et 10 ans. Donc on a appris à se connaître, à s'apprécier et il y a des parties difficiles, des parties techniques qui sont difficiles et qui maintenant sont assumées avec beaucoup de sérénité parce que d'abord on laisse les gens faire euh, et puis bon, ils font le boulot, comme le médical notamment. Il y a eu pas mal d'interventions et tout s'est bien passé. Donc Très le dimanche positif. et encore plus maintenant, Mhm. on savoure. Tant mieux. Bravo Gilles, bravo à toute l'équipe et franchement, continuez, vous nous faites rêver. C'est pas une Euh, science exacte, hein, je tiens non, toujours à le dire. j'imagine. Il y a des paramètres qui sont qu'on ne maîtrise pas. Il y a toujours une part d'impondérable. On est avec du matériau vivant, Mhm. c'est-à-dire les 10 000 coureurs, les 1000 bénévoles, les 200, 300 personnes qui travaillent sur la course. Et puis il y a le matériau vivant qui est lié à la nature. On est dans un espace qui est vivant et on peut être confronté à des problèmes qui surgissent au coin du bois ou dans un petit village. Et faut parer à toutes les éventualités. Bon, là, on a eu des soucis graves en amont, en courant septembre, ça a été assez difficile Mhm. à monter. Ouais, c'est une édition compliquée à monter, mais les 3 jours ont été plutôt limpides. Donc, ça, c'est vraiment bien pour nous. Très bien. Gilles, je tenais donc à vous remercier de nous accorder un petit peu de temps sur ce sujet, un sujet comme je le disais qui nous tient à cœur dans la communauté, notamment des Patreons qui me soutiennent. C'est le terme trail, l'utilisation du mot trail, etc. Déjà, est-ce que vous pourriez rappeler dans quel contexte vous, ainsi qu'Odile, l'avez un petit peu importé, même beaucoup importé des États-Unis en 94-95, me semble-t-il. Alors, l'histoire, elle est assez marrante finalement. Donc, en 95, donc en mars 95, on décide d'organiser les Templiers. Donc, la date choisie, c'est octobre 95. Et en avril 95, se déroule à Millau un raid multisport qui s'appelait les X-Days, je crois. Voilà. Et à l'époque, le raid multisport, c'est une discipline qui est montante. Mhm. Avec, je sais pas si les Salomon n'existent pas, mais il y a le raid gauloise notamment. Donc, à cette occasion, je vais voir les copains parce que c'est des copains qui organisent. Et puis, je rencontre la personne qui était chargée de la promo des événements chez Adidas. Il s'appelait Patrick Dérault. Donc, je lui explique mon projet. Il est intéressé. Il connaît pas du tout. Hein, il sait pas ce que c'est que le trail. Enfin, on va dire que personne ne sait ce que c'est. Il existe la Réunion, mais en fait, la discipline ne s'est pas implantée vraiment. C'est vraiment ultra embryonnaire. Donc, je prends rendez-vous. Je sais plus si c'était à Paris ou à Strasbourg. Et là, je rencontre la directrice du marketing. Donc, je raconte ma petite histoire. Voilà, je veux créer une épreuve longue uniquement sur sentier. C'est une discipline qui marche fort aux États-Unis. Il y a déjà 200-300 épreuves. Et moi, je veux faire la même chose en France. Donc, l'Adidas, cette personne est convaincue de suite. Et puis, ouais, mais elle me dit, ouais, c'est bien votre truc, mais c'est long, c'est que pour des gens qui sont aguerris. Moi, je vous soutiens qu'à une condition, c'est que votre épreuve, elle s'ouvre sur Monsieur et Madame tout le monde. Et si ça vous intéresse, je vous donne les moyens de communiquer pendant 2 ans pour expliquer que le trail, c'est pas long, dur et puis on en bave, c'est pour tout le monde et Mhm. n'importe où. Ah, je dis moi, ça m'intéresse. Donc, on convient d'un publi rédactionnel qui va durer 2 ans dans le magazine VO2 où on explique ce qu'est de courir sur chemin. Alors, on faisait des shootings à la fois en bord de mer, forêt de Fontainebleau, dans les Vosges, sur les Causses, dans les Alpes. Et puis vient la question qui tue. Ouais, mais votre truc, ça s'appelle comment? Ben, j'ai dit aux États-Unis, ça s'appelle Endurance Run. En fait, il n'y a pas vraiment de nom. Et, ouais, mais il faut trouver un nom. Donc, on se met autour de la table et puis le mot trail a émergé comme ça. Voilà. Ça s'appelait pas trail aux Et le mot États-Unis trail, encore. ça veut dire chemin. C'est un joli petit nom.
Il n'est pas utilisé aux États-Unis parce que les courses de l'époque l'utilisaient pratiquement pas. Moi, je l'ai vérifié, j'ai reconsulté les calendriers de l'époque parce que j'étais abonné à Ultra Running. C'est comme ça que j'ai découvert les épreuves d'Ultra Trail. Le mot Ultra Trail n'existait pas à l'époque. Et j'ai consulté les vieux numéros d'Ultra Running que j'ai encore en collection. Et effectivement, les courses de l'époque, c'était comme le Leadville, c'était Leadville 100, Leadville 100 miles, ou la Western State Endurance Run. Et il y a pas mal de courses qui s'étaient créées en reprenant le nom Endurance Run, mais moi, je trouvais pas ça très joli. Je voyais pas comment faire coller ça avec un mot français. Enfin, ça aurait très bien fonctionné, hein. Templier Endurance Run, ça l'aurait fait. Et puis on s'est mis d'accord sur le Motrel, et à partir de là, on a communiqué sur le Motrel dans le magazine VO2 qui existait à l'époque, qui existe toujours d'ailleurs, que nous possédions. Et le paradoxe, c'est qu'en fait, on a communiqué pendant des années sur VO2 et des années dans notre course, mais notre course, on ne l'a pas appelée trail. En fait, on l'a appelée la grande course des Templiers. C'est le paradoxe. Mais on a promotionné et on a fait découvrir la discipline en utilisant uniquement le Motrel. Voilà. Ouais. Et donc, le Motrel a très vite été accaparé par les premiers organisateurs qui sont nés parce qu'avec Adidas, en plus de créer de soutenir les Templiers et en plus d'avoir créé ce public rédactionnel, on a lancé un premier challenge qui réunissait donc en 96 5 courses, et au terme duquel quelqu'un, le vainqueur et la vainqueuse, gagnaient un voyage pour courir le Mont Cameroun. Et c'est une course que moi j'avais fait plusieurs fois, qui était une course absolument complètement dingue et fabuleuse. Enfin, je vois pas mieux au monde. On peut pas trouver autre chose de plus fou que ça. C'est une course qui part de Buea à 600 mètres d'altitude et on monte au sommet du Mont Cameroun à 4100 mètres, et en fait c'est 16 km de montée sèche. C'est pratiquement direct, et puis on redescend par le même chemin. C'est un truc de fou parce que il y a 30-40 000 habitants qui habitent à Buea. Ils sont soit sur le bord de la route pour nous encourager, ou soit dans le stade avec des groupes folkloriques, avec de la musique. C'est un truc dément. C'est un truc dément. Puis la montagne, elle est démente parce qu'à 4100, quand on arrive sur la caldeira, sur la couronne du volcan, c'est prodigieux. Et donc, je me souviens, la première de ce challenge qui remportait ce challenge, pardon, gagner un voyage là-bas. Ce qui n'était pas un voyage très facile parce que le Mont Cameroun, mais c'est encore le cas, pour connaître la date exacte, c'était fluctuant d'une année à l'autre au mois de février. Donc c'était assez compliqué à monter. Mais bon, c'est des anecdotes qui sont assez croustillantes et qui ont mis bout à bout, ont permis de construire toute cette histoire. Donc le mot trail, si je synthétise, a été inventé par vous ou une des personnes de cette rédaction. Ouais, je ne saurais pas dire si c'est moi ou si c'est la personne qui était directrice du marketing, mais en tout cas le mot a été mis dans la balance et c'est celui-ci qui est sorti. Voilà. Et par contre, à nous après, on a eu la charge de le promotionner, de le faire découvrir, d'expliquer que certes c'est anglais, ça veut dire chemin, mais c'est sympa à utiliser parce que en si peu de lettres, qui ont une superbe sonorité, on a l'impression de tout comprendre en fait. Et moi, la question que je me pose du coup, c'est on a tendance à dire que vous êtes l'importateur, mais en fait, ça va même un peu plus loin que ça. C'est-à-dire que j'ai l'impression que vous êtes même vous ou la directrice de marketing, vous êtes le créateur de ce terme, même au niveau mondial du coup, parce que si avant il n'était pas utilisé outre-Atlantique notamment, vous êtes un peu les créateurs. Je pense qu'un étudiant pourrait se replonger dans cette histoire pour valider celle-ci et pour la mettre peut-être encore plus en lumière, avec peut-être force de détail, parce que ensuite, donc le Motrel
s'est imposé très rapidement et ensuite le mot trail running est venu pour compléter la panoplie. Mhm. Alors là, peut-être que c'est la patte de Salomon dans cette histoire qui a été déterminante pour que le mot se vulgarise. Bon, déjà au niveau de la France, puis au niveau de l'Europe, puis après ça a ruisselé partout dans le monde. Et ça, il faut être honnête, faut rendre Mhm. il faut rendre cet hommage à Salomon qui a fait un travail remarquable pour la promotion du trail et du trail running. Donc en 95, vous décidez volontairement d'utiliser clairement dans vos communications, notamment sur VO2, de ce terme-là comme descriptif de la pratique. Donc vous le déposez en 95 à l'INPI. Ouais. Alors je l'ai déposé à l'INPI parce qu'en fait, 2-3 ans avant, je m'étais fait voler. C'est une histoire abracadabrante. On s'est fait voler un nom. En fait, on avait commencé à publier une lettre d'information à destination des organisateurs. Parce qu'à l'époque, on faisait un guide qui marchait très fort, un guide des courses à pied. J'étais associé avec un copain journaliste qui s'appelait Jean-Pierre Rech et on avait créé ce guide en 79 qui à l'époque ne recensait que 300 courses, puis le guide a grossi et la discipline elle a grandi et c'était devenu voilà le bouquin qu'on achète au mois de décembre pour connaître toutes les courses de l'année suivante. Hein. À l'époque, rien n'existait, il n'y avait pas bien sûr Internet, il n'y avait pas les sites Internet. Un peu après, il y a eu le Minitel qui nous a permis de faire les premiers calendriers en ligne, les premiers résultats en ligne. Mais bon, quand on y repense, c'était assez barbare. Voilà. Et donc, voilà, en fait, donc pour être en relation avec les organisateurs avec lesquels nous réalisions le calendrier guide annuel, à l'époque, il y avait déjà 4000 courses en France. Hein. On avait créé une lettre d'information, je ne sais même plus le nom. Et en fait, ce nom, on nous l'a volé. Quelqu'un a créé autre chose, un titre de presse, et avec le même nom. Donc, on s'est pas mis en colère, mais on a essayé de faire comprendre que ça se faisait pas et que et puis en fait, on n'a pas eu gain de cause, donc on a laissé tomber. Et quand on a compris que le Motrel, ça allait correspondre à une discipline qui allait vraiment marcher fort, parce que moi j'y ai cru dès le départ, mais 2 ans plus tard, quand on voit qu'on a déjà 1200 coureurs au Templier, on se dit il va se passer quelque chose. Oui, on a déposé le nom, mais en fait on s'en est, on l'a déposé pour rien, parce que en fait ce mot ça a été une traînée de poudre. Il a été récupéré par tout le monde et on s'est dit non, on va pas faire respecter C'était pas gérable de propriété, on laisse courir et puis c'est parti comme ça. Voilà. Parce que je vois qu'il a effectivement pas été renouvelé à partir de 2005, du coup, vous n'avez pas renouvelé le terme. Par contre, vous aviez renouvelé le terme trail running apparemment. D'après les. Quel terme? Trail running, apparemment, il a été renouvelé ou il est encore en vigueur. Je sais même pas. Je sais même pas parce que j'ai compris que on avait protégé nos noms. On a protégé les noms de nos courses, les noms des magazines qu'on a créés, les noms de mes livres. Moi, j'ai fait une dizaine de livres. Les noms, je les ai protégés. Bon, voilà. Mais là, j'ai compris qu'on ne pouvait pas faire ça parce que c'était déjà tombé dans le bien commun de la course à pied. Donc, on a laissé courir. Après, pour le terme trail running, je ne me rappelle même pas. Je me souviens même pas qu'on avait déposé ça. Mais bon, peut-être. Ah ouais, je confirme. Bon, peut-être qu'on va demander des royalties à tous ceux qui. Ouais, donc on a bien compris que c'était plus gérable de faire respecter éventuellement le droit intellectuel de ce terme-là, parce qu'il était vraiment tombé dans le langage public. Mais à la base, l'intérêt de déposer un terme à l'INPI, c'est, comme vous le disiez, de pas éventuellement vous faire piquer une idée ou quoi que ce soit. Mais là, c'était devenu tellement gros et énorme qu'en fait, vous avez été un peu dépassé par les événements là. Bah, en fait, on était tellement fiers, enfin fiers, c'est un grand mot, mais on était tellement heureux que
qu'avec les Templiers, on puisse faire naître une nébuleuse comme ça qui grandit d'un coup. Puisque la seconde année, il y a 5 courses, mais la 96, il y a 5 courses dans le challenge, mais il y a peut-être déjà 10 courses en France. Et puis en 97, on monte peut-être à 20 ou 50. Puis après, ça monte comme ça. Et puis, ça n'a jamais cessé de progresser. Donc, bon, moi, je tire pas la gloriole, mais franchement, on était super content que ça puisse se dérouler ainsi et de se dire, bon, voilà, on y a été pour quelque chose dans cette histoire. Voilà. Ouais, c'est clair que c'est absolument frappant de voir que le terme utilisé mondialement, il part quelque part de chez vous. Ça doit faire quand même bizarre, hein, j'imagine. Bah, ça fait d'autant plus bizarre qu'en fait, il est revenu aux États-Unis pour s'implanter durablement, Ouais. mais plus sous le terme trail running, je pense. Mais Mhm. ça, c'est pas nous qui avons impulsé le mot trail running, ce sont les marques. Ouais. Les marques qui ont investi dès le départ, les marques qui ont compris que ça serait une discipline majeure de la course à pied. Donc là, pour ce terme-là, nous, on n'y est pour rien, parce que les Mhm. marques ont très bien travaillé en ce domaine. Hein. Historiquement, donc là, les endurance run, hein, que vous avez constaté avant la création des Templiers, notamment en 95, vous les connaissiez depuis longtemps, ces événements d'endurance run, la Leadville, Western State, etc. Vous y alliez vous y êtes allé à plusieurs reprises avant la création des Templiers, ou c'était genre uniquement lors d'un voyage? Non, en fait, quand on a créé le magazine VO2, moi, je voulais créer un magazine où il y a des grands reportages, des grandes enquêtes. Enfin, moi, j'avais été modelé par des magazines d'investigation ou des magazines de musique comme Actuel, qui était un magazine qui mêlait la musique avec des enquêtes des enquêtes sociétales. Et j'étais influencé par ce type d'écriture et ce type de démarche journalistique. Et à mon niveau, j'avais envie de faire la même chose. Très franchement, 89, quand on lance le magazine VO2, je suis pas certain d'être compétent pour ça, mais dès le numéro 2, avec Odile, on part en Afrique du Sud, à Soweto, parce que je savais qu'il y avait une forte communauté de coureurs là-bas qui, à l'époque, ne pouvaient pas sortir du pays, compte tenu des lois, des règles sur l'apartheid. Donc, on avait été faire un reportage assez aventureux dans Soweto, je me souviens. Donc, au numéro 2, en faisant ce reportage, j'ai su que j'étais capable de mener des grandes enquêtes de ce genre et de ramener des articles qui permettaient de découvrir la, le monde, la course à pied à travers le monde ou le monde de la course à pied. Voilà. Et ça me donne confiance pour faire plein de choses. Le numéro 3, on va au Kenya, je vais rencontrer Kip Keino, qui avait été donc la personne qui va, avec sa médaille en 68, qui va faire démarrer l'athlétisme, le demi-fond kényan, qui est ensuite devenu une icône du sport kényan, que j'ai rencontré plein de fois par la suite. Donc c'est pareil, c'était déjà un voyage assez aventureux parce que on était parti avec l'idée de rencontrer Kip Keino, mais on n'avait aucune information. On savait qu'il était sur la zone d'Eldoret, mais on ne savait pas où est-ce qu'il habitait, qu'est-ce qu'il faisait, est-ce qu'il allait nous recevoir, s'il était vraiment présent le jour où on débarque. Il y avait une part assez imprévisible dans notre démarche, puis finalement, on tombe sur nos pattes parce qu'il est là, il nous accueille. Quand on arrive à Eldoret, en fait, on le voit arriver dans un pick-up. Il était allé chercher, parce qu'il avait une ferme à l'époque, je pense qu'il l'a toujours. Il était allé chercher le lait avec des bidons de lait avec son pick-up et il s'était garé devant, parce qu'il avait un petit magasin de sport à l'époque, qu'il a toujours d'ailleurs. Et il se gare devant le magasin de sport où on attendait sans trop savoir s'il allait venir, s'il était là. On n'avait pas vraiment d'informations. Voilà. Et ce sont ces deux sujets, moi, qui lancent un peu ma carrière de journaliste. Et en juillet 89, donc au numéro, je sais pas, 5, 6 ou 7, on décide d'aller aux États-Unis faire un sujet. Le premier sujet qu'on fait, c'est sur le Leadville. Et donc, pour répondre à la question, j'étais abonné, comme je l'ai expliqué un peu avant, au magazine Ultra Running. Et je connaissais les courses longue distance sur chemin aux États-Unis depuis le début, on va dire début des années 80.
puisque j'étais abonné dans les années 82, 83 par là. Donc je connaissais l'existence de ces épreuves puisque la Western State est très ancienne, hein, c'est milieu des années 70. Et moi j'étais très attiré par déjà par l'ultra d'une façon générale parce que je vivais à Millau, donc à Millau on peut pas échapper à l'ultra hein, avec les 100 km. Les 5 km sont plus vieux que la Leadville ou... Ils ont fêté leurs 50 ans Ouais. cette année, les 100 km de Millau. Mhm. C'est plus ancien que la Western State, ouais. Mhm. Parce que la Western State n'a pas fêté son 50e. Parce que la Leadville, c'est C'est 83, né je en crois. 73 ou 74. Mhm. Et Leadville, c'est né en, 83. je crois, 2 ans après la Western. Ça, c'est à vérifier. Ouais, c'est en Donc, 83. j'ai cette attirance vers l'ultra. J'ai connaissance et je lis les reportages qui sont réalisés sur ces épreuves. Et donc, au premier numéro de VO2, à la naissance de VO2, et dès lors qu'on a du temps et du financier, ou plutôt le financier pour repartir sur un autre gros reportage, on va aux États-Unis, dans le Colorado, faire un reportage sur le Leadville. Et là je l'ai raconté plein de fois, mais c'est plus une anecdote d'avant-course qui me prouve que j'étais à la bonne place au bon moment. C'est quand je l'ai raconté, on fait un apéritif pour les bénévoles et les partenaires, et j'ai raconté l'anecdote pour expliquer qu'il y a parfois des instants dans la vie où c'est des petits instants, mais qui prouvent qu'on a la bonne place pour vivre un grand moment qui va peut-être arriver. Et là, c'était le cas. J'arrive à Leadville. Leadville, c'est à 2400 mètres d'altitude sur un grand plateau, puis il y a les montagnes à 4000 au-dessus. Et c'est une ville assez typique, qui est assez bien sauvegardée, avec une architecture de la fin du 19e, on va dire entre 1880 et 1920, pendant la conquête avec les chercheurs d'or. Donc c'est une ville qui a un certain charme touristique. Et je me gare à la sortie de la ville et je vois arriver devant moi 2 cavaliers. Et les cavaliers, c'était comme dans un film, c'était comme dans un western. Et moi, j'ai été nourri au western. Hier, j'ai vu la biographie de Steve McQueen, Au nom de la loi. C'était ça, quoi. 2 gars qui arrivent tout plein de poussière, le chapeau, enfin, les gens, le truc en cuir sur les cuisses, le revolver, enfin, et ils descendent du cheval et ils l'accrochent avec la lanière, et ils vont boire une bière au saloon, enfin au bar. Enfin, voilà, je me suis dit, voilà là c'est bon, je sais que je suis au bon endroit. Puis le lendemain, il y a eu la course, et je me souviens le Leadville, c'est un aller-retour. Et à mi-parcours, c'est une ancienne cité minière où il reste quelques cabanes. Et donc ça remonte à 4000, et là j'emboîte le pas du second, qui était un pilote d'Airline, qui est un pilote de Delta Airlines, je crois. C'était un grand, avec habillé en athlète, enfin le short d'athlète, débardeur d'athlète, et une belle moustache. Et là je monte avec lui le col. Et là, c'est mon deuxième grande impression de ce reportage. Je me dis, voilà, c'est ça que j'ai envie de vivre, c'est ça que j'ai envie de courir, et c'est ça que j'ai envie de faire découvrir en France. Voilà. Ça s'est passé comme ça. Et l'année suivante, je suis allé à la Western State. Et là, même logique, même impression d'être à la bonne place. J'ai pas ressenti la même chose, parce que la Western State, bon, c'est un peu iconique parce que c'est la première qui donne naissance à l'ultra trail et au trail running aux États-Unis, mais le parcours est vraiment quelconque. Le parcours est pas très beau. Je n'avais pas été enthousiasmé par. Moi, j'ai une relation très affective avec les parcours, avec la nature, avec la géographie, la géologie. Enfin, moi, j'aime me fondre dans un univers, et en essayant de le comprendre. Donc, j'ai cette relation qui est très personnelle, très affective avec la géographie des lieux. Et là, je tombe pas sous le charme de ce que me propose la course. Je me souviens, je prends la course au 20e kilomètre, et là, je fais 40 ou 50 kilomètres avec les coureurs.
Et là, je constate que le niveau, il est vraiment costaud aux États-Unis, parce que à l'époque, je courais plutôt bien. J'avais fait 9h15 au 100 bornes. Donc, c'était tout à fait honnête. Et là, tout le monde me doublait, tout le monde me doublait, tout le monde me doublait dans le bois. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Ils ont encore 100 bornes à faire. Et puis, j'ai du mal à suivre. J'avais un appareil photo, certes, mais je me dis, mais il se passe quelque chose, c'est pas possible. Là, ils sont tous à 13, 14 à l'heure. Et moi, je me fais dépasser, je me fais dépasser. En fait, c'est vraiment le grand souvenir que j'ai, c'est celui-là. Voilà. L'arrivée, j'avais trouvé ça assez saugrenu sur un stade. Après, comme je connaissais Anne Trazon, qui a gagné 9 fois la Western State, je la connaissais parce qu'elle avait gagné les 100 km d'Amiens et cette fois-là, elle bat le record du monde. Et j'étais présent et j'avais sympathisé avec elle et le fait qu'elle soit là, je suis allé chez elle ensuite le lendemain ou surlendemain, j'ai fait un reportage avec elle, là où elle habitait au nord de San Francisco, voilà, dans la banlieue nord. Donc ouais, c'est toute cette période-là qui a fait l'étincelle en vous et qui vous aviez envie de faire partager tout ça. Après, il a fallu plusieurs années avant que le projet. Alors, je fais émerger un projet de suite qui n'a pas lieu parce que les élus de l'époque ne me soutiennent pas. Donc, mon collègue dont j'ai parlé, Jean-Pierre Rech, il était très frileux sur l'idée de se lancer sur un projet comme celui-là, parce qu'il n'avait pas vécu ce que moi j'avais vécu aux États-Unis, il n'avait pas ressenti. Donc, je renonce et puis en 94, fin 94 et début 95, on décide de se lancer pour des raisons personnelles que j'ai expliquées plein de fois. J'aimerais vous poser la question quand même qui est le sujet principal de cet épisode, c'est aujourd'hui, là, vous venez de le décrire très précisément, d'où vient le terme trail, d'où vient la culture trail, comment vous l'avez importé, comment vous voyez l'utilisation, l'évolution de ce terme. Est-ce que par certains aspects, à certains moments, sur certaines disciplines et sur certains événements, ça vous contrarie pas un petit peu de voir ce terme un peu utilisé à tort et à travers? Je sais pas si je prends le contre-pied de tout le monde, mais non, ça ne me choque pas. Non, ça ne me choque pas parce qu'en fait, dès les premiers instants, j'ai rappelé l'anecdote de cette rencontre avec la directrice du marketing de chez Adidas et elle, en fait, pour elle, le mot trail, en fait, c'est ça. C'est certes, il y a un chemin, mais elle, ça la contrarie pas que ce chemin ça peut être un chemin de halage qui va être bitumé parce qu'on arrive en ville et qu'en ville, il va être source de découverte. Et moi, j'avais pas nécessairement cette vision, mais j'ai accroché de suite. Je me suis dit non, mais c'est elle qui a raison parce que en fait, la course sur route à cette époque, c'est quand même la course chrono. Enfin, quand on fait un 10 bornes, on a envie de faire à minima moins de 40 ou 32. Quand on fait un semi, on veut faire, je sais pas, moins d'une heure 30, moins d'une 20 ou moins d'une 10 pour les élites. Et le marathon, on veut faire, 3 heures, c'est le Graal, 2h30, c'est l'élite. Enfin, on est quand même formaté dans son entraînement et sa pratique compétitive dans le sens de faire des performances. Et là, le trail, c'est plus aller dans le sens de la découverte. Et certes, au départ, c'est courir sur des chemins, mais moi, je suis pas choqué que on a envie d'aller plus loin et à un moment donné, le chemin il s'arrête et puis on arrive en ville et puis on continue de découvrir des choses intéressantes. Moi, je me souviens un jour, je vais faire un meeting en salle à Birmingham. Et je connais pas la ville. Ça s'était fait à l'improviste. En fait, j'étais au meeting où j'étais au championnat de France à Liévin en salle et le vendredi, c'était vraiment rasoir. Enfin, une tristesse absolue. Je dis à Odile, demain, samedi, il y a le meeting de Birmingham. À mon avis, c'est plus excitant. Et le samedi matin, on est retourné à Paris, on a pris un avion pour Birmingham. Donc on y était à 14h, quelque chose comme ça, à Birmingham. On est sorti, donc on trouve un hôtel
Et puis, à cette époque-là, on courait quand même très très régulièrement. Moi, je faisais de la longue distance. Et on part courir. Et là, très vite, on trouve un très beau canal avec des péniches où les gens vivaient, etc. Et là, je fais 2h30 en pleine ville. Et je me dis, ça, voilà, le trail, c'est ça. Voilà, c'est ça. Ça me plaît. Et, et là, l'année suivante, ou peut-être 2 ans plus tard, j'avais le projet en fait de courir le plus possible, même pas longtemps. L'idée c'était de courir tous les jours et à tous les jours faire une photo. Voilà, j'avais été influencé par un film où le gars il se levait le matin et tous les jours il faisait la même photo. En sortant de sa porte, il mettait son appareil, il appuyait sur l'obturateur et puis il faisait la photo du jour. Il y avait rien, il y avait quelqu'un qui passait, il pleuvait, il y avait des mômes qui chamaillaient devant l'appareil. Enfin, voilà. Et je me suis dit, ah, tiens, je ferais bien ça, mais moi, en courant tous les jours, je vais faire une photo. Et en fait, il se trouvait que je faisais tantôt du chemin, mais beaucoup de villes, ou des fois les deux. Et je me disais, mais finalement, je suis dans une logique de découverte, de regarder tout ce qu'il y a autour de moi. Et puis, bah ouais, je fais du trail. Et je me rappelle même dans VO2, c'est pareil, il faudrait retrouver le numéro. J'avais dit, ben moi, ça me plairait de faire un trail où je finirais en haut de la Tour Eiffel. Bah, l'éco-trail, c'est presque ça. Voilà. Donc, je suis pas choqué que le mot trail se soit vulgarisé de la sorte. Ouais, il est sorti de sa signification, voilà, brute. Mais ça a permis de développer la discipline, surtout. Ça a permis de la décloisonner. C'est comme de créer des courses courtes dans le trail. Ça a permis de décloisonner le trail et ça a permis de faire exploser la discipline. Et je pense que des épreuves comme aujourd'hui les urban trails, comme on a, je sais pas, à Nîmes ou à Angers par exemple, c'est un urban trail qui marche très fort, qui est très beau, avec où on passe dans tous les monuments de la ville, mais bon, il y en a par dizaines en France. Je pense que ça participe à la croissance globale de la discipline du trail parce que peut-être qu'on capte des runners urbains de ce fait et qu'ils vont aller plus loin après, qu'ils vont passer l'étape suivante. Ils vont se dire, ah, j'ai pris mon pied là à courir de cette façon, comme l'Urban Trail de Lyon qui est très connu. L'Urban Trail de Lyon a une histoire. Au départ, c'est un copain qui s'appelait Arnaud Boron qui dit, ah, j'aimerais bien faire un truc un peu nouveau. Dans Lyon, on a les traboules, on a des escaliers, on a des ruelles, etc. Je pense qu'on pourrait faire une épreuve la nuit qui serait originale. Et j'ai dit, mais lance-toi, tu veux faire un truc à 50, mais lance-toi, fais une course. C'est un truc qui va marcher très fort parce que il y a la notion de découverte, il y a la notion de dénivelé en plus, c'est technique. Puis en fait, il l'a jamais fait. C'est l'Urban Trail de Lyon a été créé ensuite, mais par une autre équipe qu'on connaît d'ailleurs. Donc moi, j'ai toujours été dans cette logique en fait de décloisonner les choses. Et c'est ce que j'ai aimé dans le trail. C'est le trail, on allait, voilà, il y avait pas d'horizon, il y avait beaucoup moins de contraintes, il y avait pas cette logique de chrono que nous avions nous coureurs de l'époque. Voilà, ça a vraiment cassé les codes et c'est ce qui a et cette richesse que peut apporter l'ensemble de ces épreuves, parce que le trail a un truc extraordinaire, c'est que nous organisateurs, on est assez libres en France de faire ce qu'on veut. Mmh. Alors, on a des contraintes environnementales, on a des contraintes sécuritaires, mais en termes d'usage du territoire, on a finalement très peu de contraintes. Par moment, on va vous dire, ben non, vous pouvez pas passer là parce qu'il y a un petit oiseau, il y a une petite fleur, mais globalement, 95%, on peut faire ce qu'on veut. Et cette richesse, franchement, c'est extraordinaire pour proposer à l'univers des coureurs des choses absolument les plus variées, les plus diverses qui puissent exister. Et le trail urbain, ça complète la gamme pour moi. Alors bon, oui, le mot trail, il n'est pas tout à fait adapté, mais très franchement, faut trouver le mot, et je pense que c'est pas si simple que ça de trouver le mot. Après, si on prend l'exemple du VTT,
on n'a jamais créé de course de VTT en milieu urbain, par exemple. Mhm. Peut-être ça aurait marché. C'est clair, c'est clair. Gilles, c'était parfait. Ben, écoutez, moi je suis quand le créateur ou l'un des créateurs du mot trail donne son avis de cette manière, ben, on ne peut que l'écouter. En tout cas, merci beaucoup. C'est un plaisir. C'était vraiment c'est toujours un agréable moment en votre compagnie. Donc merci de nous avoir accordé ce temps-là et merci pour la création de ce mot qui est effectivement si marquant et ça a été effectivement une traînée de poudre et aujourd'hui ouais, je pense que c'est un peu votre bébé ce nom en fait quelque part. Oh, non, non. Je sais pas pouponner, moi. Enfin, si, j'ai eu des enfants tout petits d'ailleurs. Donc si, je sais pouponner, mais non. Non, mais moi je suis plutôt pour, vous savez, de tendre un fil entre deux arbres, un fil à linge par exemple, entre deux arbres, et puis d'accrocher des mots avec une pince à linge, et puis les mots, si vous intéressent, vous prenez le petit mot, puis vous le gardez, puis vous en faites ce que vous voulez. Ben, c'est un peu ce qui m'est arrivé. Il y avait ce mot qui traînait là sur un fil accroché des pinces à linge, et puis autour de moi, autour d'une table, il ne faut pas l'oublier, des gens qui m'ont aidé alors peut-être j'étais pas assez haut pour le saisir. En tout cas, ils m'ont aidé en me soulevant pour prendre le petit mot, c'était le motrel. Et puis après, j'en ai fait voilà, à mon niveau, enfin avec mon équipe et surtout Odile, on en a fait ce qu'il est devenu. Mais bon, il y a pas que moi. Je pense que il y a plein d'opérateurs qui ont permis l'émergence du trail. On a juste allumé l'étincelle. Hein, voilà. Je pense que c'était le bon moment. Voilà, c'est tout. Voilà. On était au milieu du carrefour et on est passé au vert. Voilà. Bravo en tout cas, quelle étincelle. Merci pour tout Gilles et puis à très vite et puis bon courage pour les prochains événements, hein, le Tarn Valley et l'Hivernal qui arrive. L'Hivernal, oui, on est parti pour 2800 coureurs, donc c'est pas rien, avec parfois des conditions climatiques hivernal. Un peu costaud, mais il paraît que ça fait le charme de la course. Donc, c'est pas toujours comme ça qu'on voit les choses, nous, du point de vue organisateur, mais bon, on prend ce que la nature nous donne, comme toujours. Tout à fait. Voilà. Merci énormément Gilles, vraiment c'était chouette, et puis à très bientôt. Ouais, merci, c'est gentil. Merci beaucoup. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Donc, oui, effectivement, par rapport à ce terme trail, l'idée c'est malgré tout dans cet échange-là, c'est de faire réfléchir, de se mettre dans une position de débat et de communication. C'est pas du tout de pointer du doigt telle ou telle organisation. Et d'ailleurs, Yann, t'as raison, parce que quand j'ai pris contact avec une des organisations qui appelait son trail son événement, Urban City Trail, les échanges que j'ai eus avec la personne tendaient à montrer qu'il était même pas conscient en fait de cet aspect, mais il comprenait même pas pourquoi je lui posais la question. En fait, pour lui, il semblait ne même pas savoir de quoi il était question et quelle était la définition du trail, et que pour lui, en fait, le mot trail est tombé dans le langage courant. C'est une course qui est un peu sympa avec un peu de dénivelé. Et ils l'ont utilisé. Donc effectivement, ce que tu dis, Yann, c'est pas faux. J'ai l'impression que moi, de mon point de vue, on perd un petit peu le contrôle, ou pas le contrôle, c'est le mot est un peu dur, mais la définition précise de ce qu'est le trail, quoi. Ouais, c'est après, est-ce qu'on peut créer le mot aussi, enfin, comme c'est Urban Trail, je pense que c'est quelque chose qui, alors je sais pas, j'ai pas regardé tous les détails et j'ai juste regardé le premier lien Google, ce qu'il faut pas faire comme le disait Aurélie, mais a priori, le Urban Trail commence à être défini, recensé, enfin, ça commence à devenir une épreuve un peu standard, l'Urban Trail, donc, Après, la question, c'est défini par qui, par quoi? par les mœurs. Par les mœurs, en fait, par l'usage. Ouais. Non, c'est sûr. Très bien. Donc, Aurélie, Florian, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Moi, c'est vrai que là, je rejoins Yann. Souvent, la langue, elle évolue avec les usages.
Donc là, je pense qu'on est totalement là-dedans. Après, je trouve ça bien aussi de revenir aux définitions initiales, au moins pour en être conscient. Et puis, je trouve que le fait d'en discuter, ça permet de mettre cela en avant. Et puis, Au moins d'en parler, quoi. au moins d'en parler, voilà, c'est ça. Ouais, ça fait prendre conscience aussi d'où on vient. Moi, je pense C'est aussi ça. quand même que pour savoir où on va, il faut savoir d'où on vient. Et même si, comme tu le dis, les définitions, les mots évoluent, voilà, c'est bien de savoir d'où on est parti. Parce que même si c'est pas très ancien comme pratique, au moins, voilà, on sait d'où on est parti. Florian, toi, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? C'est vrai qu'après, on parle de sport en nature, etc. Mais c'est vrai que la personne qui habite à Paris, par exemple, pour l'éco-trail, ça va lui éviter d'aller dans les Alpes et de faire un aller-retour en transport pour aller faire un trail, entre guillemets. Mhm. Et du coup, ça lui permet de faire des courses un peu plus locales, je dirais aussi. Et après, pourquoi pas, cette personne-là va dire, OK, j'adore le trail et est-ce que ça peut en dégager et j'ai envie de me tester en montagne et cette personne va peut-être justement faire un peu plus de concessions au quotidien, peut-être même jusqu'à déménager proche de la nature et peut-être être moins urbanisé. Donc toi, tu penses que ça peut être une porte ouverte, une porte qui t'amène vers la nature et ça peut être une bonne chose, quoi. Ouais, je pense. En tout cas, par rapport à mon expérience Perso? perso, on va dire, j'ai fait du coup l'Urban Trail à Lyon. Mhm. Il y en a un d'ailleurs au moment où on enregistre, il y en a un dans 5 jours. Et là, c'est un Urban Trail de lutte de nuit, exactement. Et en fait, quand moi je vois ça passer, c'est tentant de vraiment vouloir y aller. Alors je vais pas forcément y aller, je suis pas forcément disponible. Mais quand on a couru en montagne, on n'a pas envie de repartir en ville en fait. Très bien. Mais ça m'a mis la première. Ouais, ça a été une première porte d'entrée, c'est ce que tu disais Yann, hein, aussi dans nos échanges précédents. C'est que souvent, c'est ce type d'événement, c'est aussi parfois une porte d'entrée vers le monde du trail, vers la montagne. Donc ça peut aussi avoir cet aspect positif. Yann? C'est ça. Oui, et puis après, je pense qu'il y a un intérêt à la diversité aussi. Moi, par exemple, je me suis retrouvé via le boulot à faire la Marseille-Cassis hier, et au final, c'est marrant aussi de pouvoir aller. Ouais, mais ça s'appelle pas Marseille-Cassis Trail. Non, celui-là, pourtant, il y a du dénivelé. Hein. C'est comme le marathon des JO. Non, mais ça peut avoir un intérêt aussi. Alors, c'est vrai que c'est pas une épreuve à laquelle je dois participer, mais il y a des gens qui aiment bien prendre beaucoup de dossards. Ça permet de faire passer beaucoup de gens aussi sans impact, parce que faire passer des milliers de personnes sur un sentier, et le sentier il souffre, sur les pavés, a priori ils n'ont pas grand-chose. Ouais, c'est là où on n'est quand même pas trop d'accord, Yann, c'est qu'à un moment donné, je pense qu'on n'est pas sur la même problématique de sujet. Enfin, toi, tu es plutôt sur un aspect global, effectivement, de écologie, de la pratique, l'amélioration de la santé des gens, etc. Toi aussi, Florian. Et moi, nous, je pense qu'avec Aurélie, on est plutôt sur un terme un peu plus précis d'utilisation du terme. Et c'est vrai que l'utilisation du terme, de mon point de vue, elle est un peu trop facilement utilisée, quoi. Bon, je crois qu'on a fait. Florian, vas-y. Ouais, à votre avis, quel est le futur du trail? Parce qu'on est en 2022, mais qu'est-ce que ça peut être dans 5 ou 10 ans? Parce que justement, est-ce que ça va encore évoluer Moi, je sais. On va faire des trails en montée d'escalier et en descente d'escalator ou inversement. Non, mais c'est vrai. Dans les centres commerciaux, montée d'escalier en marchant le plus rapidement possible, et c'est celui qui fera le plus de dénivelé positif en escalator. Ça peut être sympa comme concept. Mais en plus, pendant le confinement, il y en a qui ont fait des défis de ce style un peu, où justement ils devaient monter genre 10 000 mètres de dénivelé sur des marches, et ils faisaient des allers-retours. Non, pourquoi pas? C'est sûr. D'ailleurs, c'était un peu le sujet quand on avait fait l'épisode avec Élise Delannoy, quand elle avait fait son record du monde en 24 heures sur un terril. On s'était posé la question si c'était vraiment du trail ce qu'elle faisait. Mais bon, en même temps, c'était des sentiers et c'était du dénivelé, donc ça marchait. Mais c'était pas une montagne. Ouais, mais le trail, c'est pas forcément une montagne. Hein, c'est pas forcément une montagne, c'est vrai.
Aurélie, est-ce que tu veux rajouter quelque chose pour terminer? Non, je crois qu'on a fait le tour du sujet. Moi, j'aime bien. C'est La c'est fame- intéressant de discuter sur notre pratique. la fameuse gardienne du temple, notre maîtresse Capella à nous. Merci. J'espère que j'ai été claire dans les définitions, en tout cas. Ouais, c'est cool, c'était sympa. Yann, est-ce que tu veux finir, rajouter quelque chose pour terminer? Oui, bah, par rapport à ce que disait Florian, c'est vrai qu'on voit que ça évolue. Il y a 10 ans, le trail, c'était un peu le truc des gens qui vont plus avoir de genoux dans 10 ans. Bon, visiblement, on les a à peu près tous encore, donc on verra ce que ce sera dans 10 ans. Là. Message passé. Très On se bien, donne rendez-vous dans 10 ans, du coup. comme C'est ça. disait Patrick. Bon, je vous embrasse, merci encore pour votre soutien, vous êtes au top et puis c'est un vrai régal de partager tout ça avec vous. Pour terminer, je voudrais un petit peu nuancer ma position quand même, parce que c'est quelque chose qui m'a fait beaucoup réagir ces derniers temps, peut-être un peu trop parfois. Je sais que je vais certainement pas me faire des copains, notamment ceux qui organisent ou ceux qui participent à ce type d'événement. Je ne suis absolument pas contre. Voilà, de mon point de vue, je pense qu'il faut juste qu'on s'alerte un petit peu sur l'utilisation, vous l'avez bien compris, de ce terme qui est si cher à mon cœur. Et je remercie une nouvelle fois Gilles Bertrand de nous avoir accordé du temps. Merci à tous les trois. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures et à très bientôt. Merci. Ciao. Merci. Bientôt. Salut. Ciao. Je suis avec Fred Bousseau. Salut Fred, comment vas-tu? Salut Nico, bah écoute, ça va, on attend l'hiver ici en montagne. La saison touche à sa fin là, hein. Ça a été une grosse saison hein, cette année. Hein. Ouais, c'était une belle et grosse saison du retour au premier plan du trail, mais justement, je pense qu'on va en parler de tout ça et de cette définition du mot trail. Tout à fait. On vient de passer les championnats du monde réunifiés qu'on appelle ça de WMRTC, me semble-t-il, en Thaïlande, qui viennent de se terminer, la réunification entre course en montagne et trail. Est-ce que tu peux nous faire un petit retour sur ces championnats du monde? Alors moi, je n'y étais pas cette année, j'ai suivi ça à distance parce que pour une réunification, c'est la première année où les médias n'ont pas été sollicités pour venir en Thaïlande. D'accord. J'ai essayé pendant plus d'un an de les contacter sans aucune réponse et je suis pas le seul puisque même Ironfar ou d'autres médias n'ont jamais eu de réponse et certains sont allés par leurs propres moyens. Moi, j'ai fait le choix au bout d'un moment d'aller plutôt au Grand Raid de la Réunion qu'en Thaïlande. Mais oui, j'ai suivi ça à distance avec des beaux championnats malgré tout. Et puis, on attend avec impatience l'an prochain Innsbruck pour les championnats du monde 2023 où j'espère, et on a déjà des contacts en tant que média, pouvoir aller pour le faire vivre sans le décalage horaire cette fois-ci. Parfait. Bon, on va pas trop s'attarder sur ce sujet-là, bien qu'il ait un rapport, puisque c'est les championnats du monde de trail et de course à montagne. Et nous, le sujet que je souhaite aborder dans cet épisode, c'est l'utilisation du terme trail. Toi, de ton point de vue, alors moi j'ai exprimé un petit peu plus tôt dans l'épisode, mais toi, de ton point de vue, est-ce que l'utilisation du terme, alors ça me fait rire, ça me fait penser à un truc quand tu étais passé la première fois dans le podcast. T'avais eu cette phrase magnifique qui était de dire au début quand on parlait trail et dans les années 90-2000 là les gens ils pensaient à moto. Ça m'avait fait mourir de rire. Est-ce que tu peux nous rappeler déjà la relation que tu as avec ce mot trail? Moi, je suis dans le milieu depuis plus de 20 ans. J'ai vu naître la discipline du côté notamment des Templiers hein, et du magazine à l'époque qui s'appelait Endurance Mag et qui progressivement est devenu Trail Endurance Mag pour lequel je travaille. Et c'est vrai que j'ai vu l'éclosion du terme, j'ai vu le passage progressif des courses qui étaient des courses de montagne qui se sont appelées trail et l'utilisation très marketing qui aussi a permis d'un autre côté à des courses de se remplir hein, puisque c'est vrai que une course qui s'appelait je veux dire un nom classique mais la course des Trois Chapelles et quand elle devenait le trail des Trois Chapelles elle doublait le nombre de ses inscriptions comme quoi il y avait bien un effet de multiplication sur les inscriptions par l'utilisation du mot.
D'accord. Donc un vrai lien de corrélation entre l'appellation de la course et sa popularité, quoi, son augmentation de popularité. Oui, tout à fait. Et puis toutes les courses qui se sont créées depuis les années 90, hein, progressivement. Alors il y en avait qui existaient avant. Hein. Je pense notamment à la 6000D, au marathon du Mont Blanc, au cross du Mont Blanc, à la course au Canigou, à la montée du Vignemal. Toutes ces courses-là utilisaient jamais le mot trail. Elles utilisaient juste le mot course en montagne, montée, ou marathon, ou cross. Mais le mot trail est venu progressivement au cours des années on va dire 90, 95, et sans doute un petit peu à l'origine de la connotation anglaise, puisque en anglais ça veut dire chemin. Voilà. Et puis progressivement, le mot trail, on va dire, est rentré dans le langage commun pour définir un peu tout ce qui était hors route. Voilà. Même s'il a été progressivement utilisé aussi sur des trails urbains, on y reviendra. Mais voilà, c'était un peu ce qui représentait peut-être une nouvelle vague, une nouvelle forme de course à pied qui était le trail. Donc oui, j'ai vu naître, j'ai vu la progression, j'ai vu l'utilisation au fil du temps et parfois les exagérations qu'on peut en faire. Et puis tu le disais, on en a déjà parlé, mais c'est vrai qu'au départ, les gens confondaient le mot trail et le mot trial. C'est-à-dire quand on disait je fais du trail, en fait, les gens ils nous reprenaient en disant ah mais tu fais du trial, non non. Et je me souviens même aussi d'avoir entendu des gens dire quand Kylian a gagné son premier UTMB, il me semble en 2009, donc ça fait 13 ans. Les gens qui disaient ah oui, c'est l'Espagnol qui fait du trial. Donc voilà, et petit à petit, c'est vrai que rien qu'en l'espace de 10 ans, aujourd'hui, ce mot trial a disparu. Il est bien affecté au monde plutôt du BMX, du VTT et de la moto. Et le mot trail est aujourd'hui clairement identifié comme étant de la course sur chemin. Très bien. Ce qui a déclenché un petit peu cette envie de faire cet épisode, c'est c'était pour pas trahir un secret, c'était en Guadeloupe, me semble-t-il, une organisation qui a lancé un Urban City Trail. Et en fait, là, moi, ça a été un petit peu le déclenchement, le déclic dans ma tête qui a été de dire, mais jusqu'où on va aller, quoi, dans l'utilisation de ce terme trail dans un contexte qui est complètement paradoxal avec les définitions notamment de la FFA et de l'ITRA. Toi, tu en penses quoi de cette utilisation moi, je pense on perd un petit peu la réflexion, la culture de notre sport en utilisant ce terme à tort et à travers. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Oui, c'est ce que je disais juste avant. C'est le mot trail est rentré dans le langage commun presque comme on va dire la course hors route, donc forcément sur chemin, alors qu'il soit en montagne, en haute montagne, en bord de mer, en forêt. Donc il peut se pratiquer partout en France, de la forêt de Fontainebleau aux plages du Nord-Pas-de-Calais, en passant par la forêt de Guerlédan, les Pyrénées, les Alpes, la Corse. Enfin, tous les chemins sont ouverts. C'est vrai que il est tellement devenu marketing et tellement vendeur, que ce soit au niveau des consommateurs de courses, de dossards, qu'aussi au niveau des marques, pour appeler des produits, ou pour trouver une niche de démarcation. Quand ils avaient le running, du coup, ils avaient le trail, qu'on en a fait aujourd'hui des urban trails, des city trails, des éco trails, qui au début ont choqué un petit peu tout le monde. C'est vrai qu'on s'est dit mais non, ça peut pas s'appeler trail puisque le trail c'est le chemin par définition. Et aujourd'hui, c'est rentré encore un peu plus, peut-être à un niveau supérieur dans le langage commun. C'est qu'aujourd'hui, quand on fait un trail, en fait, on fait pas une course sur route classique de 5, de 10, semi ou marathon ou 100 km. En gros, on est sur une pratique un petit peu différenciée, un petit peu originale, donc qui peut aller par des escaliers. Alors forcément, on connaît le Urban Trail. Je sais qu'il y en a un aussi à Lille. Je sais aussi qu'à Nantes, il y avait une course qui s'appelait le Tour de Chantenay de mémoire et qui s'est subitement transformée en Trail de Chantenay. Voilà, alors que c'était exactement la même, qu'utilisait des marches, des escaliers, des passages un petit peu cachés. Donc voilà, c'était ça. On est moins sur la recherche de performance comme sur les références chronométriques de 5, 10, semi et au-delà. Et on cherche plus en fait le plaisir, la découverte. Donc oui, petit à petit, le trail est rentré dans, on va dire, une pratique un peu tout venant, quoi. Est-ce qu'on n'aurait pas eu la décomposition de trois mondes, stade, hors stade et trail? Oui, tu as sans doute raison. C'est probablement ça aujourd'hui
à l'orée des années 2020 qui est en train de se produire. On a vraiment une structuration de ce type-là. Je pense que tu as complètement raison, qui est stade, hors stade, donc on va dire la course quasi à plat sur route avec une recherche de références chronométriques, et après le trail dans lequel on engloberait tout le reste. Je le disais juste avant, on a un petit peu eu de mal au début à mettre les urban trails, les city trails dedans. Puis finalement, aujourd'hui, oui, on met tout ça dans le même panier, qu'on aille de l'urban trail de Lille jusqu'à l'ultra trail du Mont Blanc, quoi. Est-ce que du coup, quand on voit les définitions précises de la FFA, qui est la fédération en charge du trail, de la course en montagne, et de l'ITRA qui a en charge une partie de cette discipline au niveau international, est-ce que tu es pas d'accord, mais est-ce que tu comprends qu'on est obligé, que eux soient obligés de mettre des règles très précises pour les définir? Et vraiment, quand on regarde ces définitions-là dans ces deux fédérations, on voit que c'est très compliqué de répondre à la définition de trail. Ouais, après, je pense qu'ils vont être obligés de s'adapter au fil du temps, et je pense que ta réflexion de dire qu'en gros, une fois qu'on sort du hors stade, et qu'on n'est plus sur les formats classiques, on va dire des références qu'on a l'habitude de connaître et que les athlètes connaissent, et aussi beaucoup d'athlètes de trail vont sur des formats hors stade de 5, 10 ou semi pour aussi faire leurs preuves et avoir des références chronométriques. Je pense que aujourd'hui, oui, le trail représente sans doute une forme de communauté qui s'identifie ni dans le stade ni dans le hors stade, mais dans le trail et dans toutes les formes de trail, que ce soit de la forêt à la ville, en passant par les pavés. Pourquoi pas avoir un trail sous forme de Paris-Roubaix, quoi. Pourquoi pas un jour, qui soit uniquement des pavés, mais du coup, on sera ni sur la route, ni en ville, on sera peut-être encore sur autre chose. Et moi, je suis aussi convaincu qu'il y a encore des choses à inventer. Voilà. Très bien. Bon, pour résumer, le trail, c'est un terme dans le langage commun qui a un petit peu qui s'est diffusé très rapidement là, en l'espace de 10-15 ans là, comme tu le disais, et peut-être ouvrir un petit peu l'esprit sur ce terme qui échappe un petit peu à la définition initiale, quoi. Oui, puis je crois que c'est un terme où tous les acteurs économiques du milieu ont compris que ce terme-là était désormais rentré dans le langage commun. Ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'en 10 ans, aujourd'hui, quand on parle de trail, les gens identifient la pratique. Et forcément, c'est beaucoup plus facile aujourd'hui de vendre une course qui s'appelle, alors je crois que j'en ai une à côté de chez moi qui s'appelait les Crêtes de Megève et qui est aujourd'hui devenue le Megève Nature Trail. Voilà, il y a tous les mots qui sont un peu à la mode, à la fois la définition, le territoire, à la fois la nature, très en vogue, et la discipline, la pratique. Donc voilà, il y en a beaucoup qui ont changé aussi leur nom, qui se sont adaptés. Donc ça fait partie aussi de l'évolution d'une discipline, de l'évolution d'une société, de l'évolution d'une pratique. Et tant mieux. Je pense qu'aujourd'hui c'est un monde en pleine ébullition. J'en parlais encore hier en réunion. Il se passe plein de choses. C'est un peu confus. Tu le disais, il y a des championnats du monde réunifiés, mais en même temps il y a d'autres disciplines. Il y a les Golden Trail, il y a les Templiers, là la Réunion, il y a les finales de skyrunning. En attendant, tout ça, c'est bouillonnant, donc c'est plutôt intéressant parce que c'est comme un volcan, c'est en train de vivre. Il faudrait juste un petit peu canaliser tout ça et pour que la discipline trouve véritablement son identité avec ses vrais temps forts, ses vrais championnats, et puis une structuration forte, voilà, autour du trail. Très bien, Fred, c'était parfait comme d'habitude. Merci de nous apporter ta vision depuis des années déjà de ce milieu-là, et puis c'est toujours un plaisir de t'avoir dans le podcast. Merci Nico. À bientôt. À bientôt. Salut. Et voilà, cet épisode un peu particulier est à présent terminé. J'espère que vous avez apprécié le format et l'innovation, on va dire, et la franchise et la transparence que j'ai souhaité y mettre. Et oui, car comme vous l'avez perçu, c'est parfois aussi, on est un peu mis devant nos incohérences, et donc je l'assume. Voilà, j'ai changé légèrement d'avis au fur et à mesure de l'épisode, mais aussi, comme je le disais, cet épisode a été fait pour échanger et pour débattre sur un sujet ô combien important de mon point de vue.
Si vous souhaitez rejoindre le Let's Try Podcast sur les réseaux sociaux, rendez-vous sur Facebook ou Instagram à Let's Try Podcast. Vous pouvez également me suivre personnellement sur LinkedIn, Facebook, Instagram, Strava à Nicolas Guilleneuf ou Nico Guilleneuf. J'espère vous retrouver pour un prochain numéro du Let's Trail Podcast. Let's Trail Podcast ou Let's Trial Podcast. Et d'ici là, n'oubliez pas... Si vous pensez que c'est impossible, faites-le pour vous prouver que vous avez tort. Parfait. Merci Flo, merci. Au top.